Et je suis très heureux d'appeler sur la scène notre première conférencière sur ce sujet, qui est Inès Safi. Inès Safi est physicienne au CNRS. Elle travaille au laboratoire de physique des solides de l'université Paris-Saclay, la grande université parisienne maintenant. Elle travaille essentiellement sur les systèmes mésoscopiques, c'est-à-dire qu'elle essaie d'expliquer des systèmes relativement gros avec la physique quantique, et il y a plusieurs théorèmes de physique mésoscopique qui portent son nom. Elle est aussi très modeste et elle a de grandes compétences dans le domaine de sciences et religions. Elle anime un forum sur Internet et elle est actuellement également membre du conseil scientifique du centre Pierre Teilhard de Chardin, qui est le premier centre sciences et religions à être établi sur un campus universitaire en France, donc à l'université Paris-Saclay. Donc Inès va évoquer les fondations de la physique quantique et aussi nous expliquer pourquoi ces fondations nous emmènent vers la question du sens et vers les horizons de la spiritualité. Merci beaucoup Abdelhak pour cette introduction. Merci aux organisateurs, donc à toi et à Jean pour cette invitation et pour cette confiance renouvelée. Je suis très heureuse aussi d'être au Maroc, encore une fois, où j'interviens aussi d'ailleurs à l'école centrale Casablanca. Alors je voudrais aujourd'hui vous parler de la physique quantique. Alors moderne inclut évidemment plein de domaines de la physique, mais je vais me focaliser sur la physique quantique et je vais passer rapidement au sujet. Alors voilà, attendez, comment... Voilà, c'est bon. Donc je vais vous inviter rapidement à rompre vos habitudes. C'est d'ailleurs une sagesse soufie qui dit que si vous voulez dégager le champ de votre vision, essayez de déconstruire vos habitudes, évidemment, pas seulement sur le monde extérieur, mais aussi intérieur. Et la difficulté de la physique quantique, c'est qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ces habitudes qui nous sont dictées par la physique classique qu'on nous enseigne au lycée. Et pour ne pas trop, pour démystifier un petit peu, même si le mystère va rester entier, j'utilise très souvent la métaphore de fèves quantiques qui ont une propriété qui est une couleur. Évidemment, ça reste une métaphore, puisqu'on entend parler plutôt d'électrons, par exemple, et la propriété d'un électron, ça pourrait être aussi sa position, sa vitesse. Ici, je vais prendre une propriété qui ne peut prendre que deux valeurs, qui peut être soit verte, soit rouge. Quand la fève quantique, elle peut tout à fait avoir une couleur bien déterminée, comme on a l'habitude dans notre monde classique. Mais la physique quantique, par un principe complètement énigmatique et essentiel, qui s'appelle le principe de superposition, permet en quelque sorte de combiner ou de superposer les deux possibilités. Et j'ai fait exprès de l'appeler Nini, parce que très souvent, à la fois dans des cours de physique quantique, mais des vidéos de vulgarisation, ou des articles de vulgarisation, on vous dit que le chat de Schrödinger, dont vous entendez peut-être parler, peut être à la fois mort et vivant. Et cela ne peut qu'introduire encore, ajouter de la confusion à la confusion. Et donc, en fait, si on veut éviter cette confusion et être précis, il faut dire que le chat n'est ni mort ni vivant. Et ma fève quantique, qui remplace le chat, n'est ni verte ni rouge. Quand on la prépare, dans cette entité mathématique que je vais donc appeler Nini, donc c'est neither nor. Neither green nor red. Donc, je vais aussi mettre... Alors, je ne sais pas s'il y a un laser. Ah, voilà, très bien. Donc, je vais aussi mettre une sorte de halo par-dessus parce que je ne sais pas comment représenter cette superposition. Il n'y a absolument aucun moyen d'illustrer. Tout ce qu'on peut imaginer est faux. Ce n'est en fait cette superposition. Ce n'est ni vert ni rouge. Ce n'est pas tantôt vert, tantôt rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une alternance entre les deux couleurs. Ce n'est pas du marron, évidemment, ce n'est pas un mélange de couleurs. Et ce n'est pas à moitié vert, ni à moitié rouge. Et donc, c'est ce postulat, si vous l'acceptez, vous avez déjà franchi une étape
pour comprendre pourquoi on ne comprend pas la nature du réel décrit par la physique quantique. On est amené à accepter un postulat qui est à l'encontre du sens commun, un sens commun qui est dicté par nos habitudes issues de ce monde classique, ou de ce qu'on appelle un réalisme proche, qui ne se fie qu'à ce qui est accessible par les sens. Maintenant qu'on a fait ça, il y a quand même d'autres postulats qui portent sur l'observation de la couleur. Parce qu'effectivement, nos moyens d'observation sont issus aussi du monde classique. Et on pose la question de la couleur à la fève quantique. Et donc là, on va se munir d'un appareil de mesure qui va essayer d'explorer, quand on a cette entité mathématique bizarroïde, quelle est la couleur quand même. Et en fait, le résultat de la mesure, la fève en quelque sorte, est obligée de répondre à notre question. Et elle va choisir d'une façon complètement imprévisible entre la couleur rouge, par exemple, ça peut être une chance sur 2, si on répète l'expérience avec le même point de départ, ou la couleur verte. Et dans ce cas, avec cette mesure, on l'oblige à avoir une couleur bien déterminée. Le problème ici, c'est qu'une fois qu'elle a fait ce choix, cette fève quantique va avoir une couleur déterminée, mais qu'elle va garder tant qu'on n'a pas interféré avec elle. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est plus quantique. Et le gros souci de ce problème aussi de la mesure, c'est que rien ne peut nous permettre de le prédire. On ne peut que savoir, calculer, grâce à cette entité mathématique, le nini, que la probabilité d'observer une couleur rouge ou une couleur verte. Donc ce petit nini, ici, en fait, ce n'est qu'un outil de calcul de probabilité de mesure. C'est tout ce qu'on peut en dire. Alors, maintenant, on va se dire, mais après tout, ça, c'est exactement ce qui peut arriver quand on a un sac avec un mélange une moitié de fèves rouges et une moitié de fèves vertes, et qu'on tire au hasard une fève là-dedans. Ici encore, si j'ai moitié-moitié, par exemple, j'ai une chance sur 2 de prendre une fève rouge et une chance sur 2 d'avoir la couleur verte. Mais dans ce cas-là, cette probabilité, ce hasard, cette indétermination ne serait liée qu'à mon ignorance, parce que je tire au hasard, et donc j'ai les yeux fermés, je ne sais pas sur quelle couleur je vais tomber. Mais c'est précisément ce que ne dit pas, ce n'est pas ce que dit la physique quantique. Ce n'est pas un mélange qu'on appelle statistique dans ce cas. Donc, ce n'est pas du tout pareil. En fait, si on refait l'expérience avec nos nini, par exemple, ici j'en ai mis dans le sac, et que je tire à chaque fois, c'est-à-dire que j'applique mon appareil de mesure ici, c'est la main, j'ai effectivement une chance sur 2 d'avoir la couleur verte et une chance sur 2 d'avoir la couleur rouge. Et cette couleur n'est pas déterminée quand les fèves, les nini sont dans mon sac. Ce n'est qu'au moment où j'observe, ou ici que je tire ma fève, que ça se détermine. Alors ça n'a pas du tout plu à Einstein et ses collaborateurs, Podolsky et Rosen. Ici, je mets une citation d'Einstein, qui est quand même, effectivement, a joué un rôle dans l'émergence, dans la naissance de la physique quantique, mais qui conteste ce hasard, cette indétermination de la couleur de la fève. Alors lui ne s'est pas intéressé aux fèves, mais je reste avec mes fèves quantiques, avant de l'observer. Et en particulier, il disait, mais la Lune est là avant que je l'observe. Il n'y a pas besoin que la Lune, de mon observation pour que la Lune se manifeste. Et je cite ici Einstein qui dit que la mécanique quantique force le respect, mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore le nec plus ultra, donc pas plus loin en latin. La théorie nous apporte beaucoup de choses, mais nous rapproche à peine du secret du vieux. C'est ainsi que Einstein, en tant que juif, nommait Dieu. De toute façon, je suis convaincu que lui, donc Dieu, au moins, ne joue pas au dé.
Et ça, c'est la lettre d'Einstein à Max Born dans un débat très houleux qui a eu lieu pendant plusieurs années. Et il a exprimé cette contestation dans un article donc, avec Podolsky-Rosen, qui est un article que je vais appeler par la suite toujours EPR, en proposant une expérience de pensée. Mais cette expérience de pensée implique des photons ou des électrons intriqués. Et je vais revenir du coup à mes fèves pour essayer de vous l'expliquer en tout cas. Et le principe de cette expérience de pensée est fondé sur la possibilité d'avoir une intrication quantique, qui était mentionnée par Jean. Et c'est quoi l'intrication quantique? En fait, c'est exactement la même entité mathématique de Nini, sauf qu'au lieu d'avoir ici, alors c'est un exemple, hein, une métaphore aussi, au lieu d'avoir le ni vert ni rouge, on a plutôt une paire de fèves quantiques qui n'est ni verte ni rouge, mais tout ce qu'on sait, c'est que les deux fèves ont nécessairement la même couleur ici. Ça pourrait être autre chose, mais il faut absolument que ça soit la même. Tout ce qu'on sait, c'est ça. Et donc, ça aussi, c'est très difficile à représenter. Donc, je mets cette illustration, qui n'est qu'une représentation, parce qu'il faut bien que je dessine quelque chose sur la diapo, avec toujours un halo autour, avec une paire de fèves intriquées. Et là, je vais les mettre, en fait, je prépare plusieurs paires à l'identique, je les mets dans un sac, et je sépare les deux fèves. J'en envoie une à Alice et une à Bob. Et chacun d'eux va avoir le même appareil de mesure de la couleur qu'on avait tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'ils vont observer? Puisque les deux fèves ont la même couleur, si Alice observe rouge, Bob va voir rouge. Si Alice observe la couleur verte, Bob va avoir la couleur verte, etc. Évidemment, on peut en mettre un très grand nombre. Et on a une chance sur deux parce qu'on a exactement comme tout à l'heure un exemple où on a pris cette superposition avec un poids identique pour les deux couleurs. Et là, on voit effectivement qu'il y a une corrélation identique, parfaite, entre les résultats mais qui sont censés être aléatoires. Je vous ai dit tout à l'heure que la couleur était aléatoire. On avait une chance sur deux d'avoir rouge, une chance sur deux d'avoir vert. Et ça, en soi, c'est assez surprenant. Parce que si on a deux personnes qui se parlent au téléphone et que chacune a un bruit de fond de son côté, et si on enregistre, Alice et Bob s'appelaient, et que s'ils enregistrent séparément le bruit de chacun, les signaux, ils les comparent et ils trouvent que les signaux sont identiques. C'est quand même pas ce qu'on attend de processus aléatoires, qui est une corrélation parfaite. Et donc, pour Einstein et ses collaborateurs, s'il y a cette corrélation, c'est que nécessairement, il y a un élément de réalité qui est associé à la couleur. Et donc, ça veut dire qu'on est exactement dans le même cas que le mélange statistique que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que pour eux, il s'agit simplement d'un sac où on a des paires de fèves de même couleur, avec dans des petites poches là, et qu'on tire au hasard une paire, exactement comme tout à l'heure avec la main qui tire au hasard, elle ne sait pas sur quelle paire elle tombe. Et si on les sépare les deux fèves, nécessairement, Alice et Bob vont observer la même couleur. C'est exactement la même chose qui se passe avec des chaussettes, des paires de chaussettes de même couleur, si vous ne les mélangez pas dans votre machine, et vous envoyez une chaussette à chacun, et c'est normal qu'il y ait une corrélation parfaite. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est aléatoire? C'est, encore une fois, dû à notre ignorance. C'est-à-dire que là, on a en fait quelque chose qui nous est caché ici, une stratégie commune qui fait que ces fèves ont des couleurs bien déterminées, mais on n'y a pas accès. Donc la physique quantique loupe quelque chose. Elle est incomplète. Et c'est exactement la contestation de EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, qui disent qu'en fait, ce qui est caché, ce sont des variables que la physique quantique ne prend pas en compte, et qui donc, cette physique est incomplète. Et donc ce hasard, il n'est pas fondamental. Il y a quelque chose qui est déjà déterminé, la couleur est déjà déterminée avant la mesure. Il provient donc de ces variables cachées ou d'un mélange statistique, si vous voulez. Niels Bohr, lui, va insister. Non, la couleur reste bien indéterminée avant la mesure. Il y a bien une corrélation sans communication entre Alice, les résultats aléatoires
entre deux hasards, même s'ils sont très distants l'un de l'autre. Alors ce débat va être un peu oublié parce que la physique quantique a pu avoir des conséquences impressionnantes sur, en tout cas sur le plan à la fois de la physique fondamentale et appliquée, et les technologies modernes. Et c'est que par la suite, bien plus tard, que John Bell a eu le génie de proposer un test qui permet de trancher ce débat entre EPR et Niels Bohr. Il élabore un test qui permet, sans lever le voile sur ce que seraient ces variables cachées, de tester si elles existent. Donc on teste leur existence sans savoir ce qu'elles sont. Et ça, c'est vraiment puissant, avec un test quand même assez simple à formuler. Et donc, ce test, il va falloir encore beaucoup plus de temps pour pouvoir le réaliser. Alors, donc Jean vous a parlé du prix Nobel 2022, qui a récompensé ces expériences qui ont permis de trancher à l'encontre d'Einstein, malheureusement, même si ça reste évidemment un physicien brillant, mais il a fait aussi des erreurs. Mais ces erreurs ont été très constructives, sa critique a été très constructive. Et Alain Aspect était mon professeur en fait à Polytechnique, c'est actuellement mon collègue sur le plateau Paris-Saclay. D'ailleurs, il m'avait même proposé de faire une thèse avec lui à l'époque, mais j'ai préféré faire une thèse théorique. Donc, Anton Zeilinger, on va l'entendre tout à l'heure en ligne. Et le test de Bell donc, a été la première expérience vraiment concluante, disons assez puissante, je dirais, pour tester les hypothèses et trancher en faveur de Bohr aux dépens d'Einstein. C'était en 1983 à l'université où je suis actuellement, Paris-Saclay, donc à l'Institut d'optique qui a maintenant déménagé un peu plus loin. Et la conclusion, c'est qu'il y a bien, comme l'a dit Bohr, deux hasards corrélés, même s'ils sont distants, et cela sans qu'Alice et Bob ne puissent avoir le temps de communiquer, parce qu'on peut les éloigner même sur deux galaxies séparées, très lointaines. Et donc notre fève quantique, dont je vous ai parlé, a bien une couleur indéterminée avant que l'on observe cette couleur. Donc, Dieu semble bien jouer au dé. Maintenant, le test de John Bell a été réalisé après Alain Aspect par plusieurs groupes qui ont permis d'éloigner encore plus les deux fèves quantiques. Et les éloigner, ça a l'intérêt de ne pas laisser le temps, si vous voulez, à Alice et Bob ou aux deux expériences de pouvoir communiquer. Je cite par exemple le groupe de Nicolas Gisin qui a vraiment fait cette expérience en séparant deux photons à travers les câbles de Suisse Télécom à une distance, je crois, de 30 km, de 10 à 30 km. Et les Chinois sont allés bien plus loin. Carrément, le laboratoire a lieu dans un satellite. Ils ont réussi à envoyer deux photons, donc à faire l'intrication ici, et à envoyer les deux photons à une distance de 1203 km. C'est un groupe à Shanghai. Et je cite ici Nicolas Gisin, qui conclut, d'après, entre autres, les conséquences de cette expérience. Il dit que la nature n'est pas déterministe. Elle est capable de réels actes de pure création. Elle peut produire du vrai hasard. Création, pourquoi? Parce que l'événement lui-même, le phénomène, est créé au moment de l'observation. Et en fait, la physique quantique ne porte que sur les résultats d'observation ou d'expérience, pas plus. Excusez-moi si je vous mets le laser. En fait, il y a des applications multiples de ce vrai hasard. Il y en a une qui est vraiment très intéressante, c'est que parce qu'il y a un pur hasard, on peut générer des nombres aléatoires purs et tout frais. Ça, c'est un boîtier. Alors, Nicolas Gisin a aussi une boîte qui fabrique ça. Ça vient plutôt d'un groupe en Espagne. Et vous voyez, Fresh Quantum Random Number Generator. Et à l'intérieur, alors il y a une représentation qui est fausse, mais je ne vais pas rentrer. Vous me poserez peut-être la question. Vous devinerez peut-être pourquoi pour les étudiants, si on a. C'est en fait une source de photons avec un miroir semi-réfléchissant. Et le photon a une chance sur 2 d'être réfléchi. Et dans ce cas, on va noter que c'est le nombre 1 qui est généré, le chiffre 1, et une chance sur 2 d'être transmis. Donc ça remplace les couleurs vertes et rouges. Et avant d'arriver sur les détecteurs, en fait, ça c'est plutôt
complètement indéterminé, il n'y a pas de trajectoire, mais on peut générer ainsi, donc la transmission et la réflexion sont des processus complètement aléatoires. Et on génère ainsi une séquence de chiffres, de 0 et de 1, complètement aléatoires. Et ça sert énormément, à la fois dans la protection des données, dans la cryptographie quantique, mais aussi dans les simulations de grands, au niveau de la météo, du mouvement des avions. Et vous voyez que là, on a un domaine, la physique quantique est le seul domaine de la physique où est produit un pur hasard sans cause. Parce que tous les nombres aléatoires qu'on génère, y compris pour protéger nos données bancaires, il y a un processus derrière. Même s'il est compliqué à deviner, à déchiffrer, il est déterministe. Il n'est pas sans cause. Maintenant, il est amusant aussi que je vous parle du théorème du libre arbitre qui est élaboré par des physiciens. John Conway, c'est un inventeur du jeu de la vie qui est de Princeton, d'où est aussi notre ami Robert, et son collègue ont formulé un théorème de libre arbitre dans une revue scientifique, Foundations of Physics. Il y a notre théorème, il y a notre article dans l'American Mathematical Society. Et comment ils définissent le libre arbitre? Ils disent qu'une entité dispose du libre arbitre à un instant donné si son état, à cet instant, ne résulte pas de l'application d'une fonction mathématique qui porte sur l'univers avant l'instant T. Et en fait, si nos expérimentateurs, c'est-à-dire Alice et Bob par exemple, ont un libre arbitre pour choisir ce qu'ils vont mesurer, nécessairement les entités quantiques ont aussi un libre arbitre. Et donc en fait, pour pouvoir déconstruire cette idée qu'il y a un hasard fondamental, il faudrait imaginer qu'Alice et Bob seraient guidés par un agent extérieur à eux qui pourrait leur dicter de quelle façon ils font leurs expériences. Et évidemment, dans ce cas, c'est la seule façon d'échapper à ce hasard fondamental. Il y a aussi d'autres types d'articles qui sont dans des revues scientifiques et qui sont à la frontière de la philosophie. Et par exemple, ici, un article dans Nature, la revue prestigieuse, où la conclusion de cette expérience d'Alain Aspect et de d'autres expérimentateurs est qu'il y a la mort de ce qu'on appelle le réalisme local. Un réalisme local, c'est le réalisme proche, si vous voulez. C'est un peu des versions ou des appellations un peu analogues. Le réalisme local postule que ce qui se passe chez Alice, l'expérience d'Alice ne peut pas affecter l'expérience de Bob si Bob se trouve sur une autre galaxie. Et en fait, comme je vous l'ai dit, la physique quantique ne peut nous renseigner que sur... Elle est liée à une expérience. Elle ne peut pas nous dire ce qui se passe avant une expérience, avant une observation. Ce n'est absolument pas ce qu'on attend généralement, évidemment, de la science, en tout cas dans notre rapport classique avec la science. Et aussi, elle ne nous dit pas vraiment ce qu'est que le réel microscopique. Pourquoi ce qui n'est pas? Parce que nous, les propriétés de ce réel microscopique sont déterminées là aussi par nos habitudes, par nos concepts qui viennent du monde macroscopique. Elle dit ce qui n'est pas. Donc il est non local, il est non séparable, il est non causal. Parce qu'en fait, dans l'expérience de l'aspect, ce qui est important, c'est important à dire, c'est que les deux fèves quantiques, quand elles sont intriquées, elles forment un tout. Tant que Alice et Bob n'ont pas fait leurs mesures, on ne peut pas parler de chaque fève quantique séparément. Il y a une non-séparabilité dans ce cas-là. Alors, le fait qu'il y ait réalisme local, c'est aussi qu'il ne puisse pas y avoir ces variables cachées qui soient locales, donc les variables cachées d'Einstein, Podolsky et Rosen. Et cela, ça donne d'abord une contrainte forte sur les interprétations. Pourquoi on a besoin d'interprétations physique quantique? Parce que quand on veut s'intéresser à ce que c'est que ce réel microscopique, qu'on ne se contente pas d'utiliser la physique quantique comme une recette qui nous permet de faire des prédictions, certes, très précises et extrêmement, avec plusieurs chiffres parfois après la virgule, mais qu'on s'intéresse à la nature de ce réel, on est obligé d'avoir recours à des interprétations qui sont qui relèvent de la métaphysique, parce que ces interprétations, il n'y a aucun moyen de les tester par l'expérience. Elles sont toutes en accord avec une même expérience. C'est ce qu'on appelle la sous-détermination des théories par l'expérience. L'expérience ne nous permet plus de trancher en faveur d'une interprétation ou d'une autre. Mais c'est une contrainte forte sur des doctrines philosophiques. Et là, c'est là où on voit que
science, disons la physique quantique, on parle même de philosophie quantique maintenant, est complètement inséparable de la philosophie, que les philosophes sont obligés de prendre en compte les résultats ou les conclusions de la physique quantique. Et par exemple, justement, le réalisme proche, qui s'appuie sur ce qui est immédiatement perçu par les sens, n'est plus tenable, entre autres, dans ses choix philosophiques ou dans notre vision du monde. Et cela a beaucoup de conséquences. Combien de temps il me reste? Est-ce que tu peux me dire? Alors, parmi les interprétations, ok, merci. On peut mentionner, donc, comme l'a fait Jean, donc un physicien qui était aussi dans mon université à Orsay, mort malheureusement en 2015, Bernard d'Espagna. Et en fait, on n'est pas obligé d'abandonner complètement le réalisme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en dehors de nous. Et c'est un peu ce que je pense personnellement. Je ne pense pas que tout revient à des perceptions, à la conscience, qui évidemment a joué aussi un rôle dans certaines interprétations de la physique quantique, parce qu'il y a quand même quelque chose, comme le dit d'Espagna, qui nous résiste. Il y a quelque chose en dehors de nous. Mais la science ou la physique ne la décrit pas. Et c'est comme ça, pour ça, qu'il appelle le réel voilé. Et ici, il y a une citation que je trouve très intéressante de Bernard d'Espagna, qui écrit que les atomes concourent à créer mon regard, mais mon regard concourt à créer les atomes, c'est-à-dire à faire émerger les particules hors du potentiel dans l'actuel, hors d'une réalité qui a un tout, avec un grand T, indivisible, dans une réalité étendue dans l'espace-temps. Là, je cite aussi, un peu dans le même esprit, dans le même type d'interprétation, Nicolas Gisin, dont je vous ai parlé, à Genève, qui écrit « Tout se passait comme si se manifestaient des événements qui procédaient d'un monde non soumis à l'espace-temps. Tout comme l'on pourrait penser que nos actions sont la transcription spatio-temporelle de décisions échappant à l'espace-temps. » Parce qu'en fait, ces expériences de non-séparabilité remettent en question, sont amenées à certaines interprétations qui remettent en question la nature du temps et de l'espace. Puisqu'on parle aussi d'événements instantanés, donc qui ne seraient peut-être pas instantanés dans un autre repère de mesure. Maintenant, avec l'abandon du réalisme local, l'atomisme matérialiste, par exemple les atomes de Némocrite, évidemment qui ont joué un rôle dans l'émergence de la physique quantique, parce qu'on est parti de la notion d'atome, finalement sont quelque part contredits par la physique quantique, pour laquelle ils ont, bon, c'est un peu, on pourrait dire, de la gratitude envers l'atomisme. Mais le problème de l'atomisme matérialiste, c'est qu'on suppose qu'il y a des atomes qui sont solides, qui sont séparables, qui sont éternels. Et cela ne tient plus par rapport, par exemple, à l'expérience de non-séparabilité. Deux atomes qui interagissent, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les imaginer comme séparés, mais aussi au fait qu'on ne puisse plus avoir de trajectoire et de localisation spatiale des atomes. Et même si on dit que les atomes sont des particules élémentaires, comme les quarks, on n'a absolument plus le même schéma. Et en fait, j'ouvre une petite parenthèse, c'est qu'il y a l'atomisme de certaines doctrines du Calem, donc qui s'est développé en termes d'islam, qui est moins radical, qui sont, je dirais, plus proches de la physique quantique, parce qu'il y a des atomes éphémères qui sont sans dimension, en tout cas certaines doctrines, et que la causalité, dans ce cas-là, est non nécessaire. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu. Alors, comme aussi l'a dit Jean, ceci nous amène aussi à déconstruire notre vision mécaniste, et quand on parle de vision mécaniste, on associe à la fois le matérialisme au sens philosophique, puisque tout est réduit à une matière, à des entités qu'on peut localiser aussi dans l'espace, et à un déterminisme. Et donc, cette vision imprègne notre monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur. Et cela nous amène aussi, alors je vous ai parlé de plusieurs interprétations entre lesquelles on ne peut pas trancher, en particulier des interprétations de type relationnel aussi, où les relations seulement existent. Et Carlo Rovelli, l'un des représentants de cette interprétation, nous dit que le monde, il n'y a que des miroirs, et qu'il n'existe que des reflets des miroirs les uns sur les autres. Ici, les critiques et les limites de la raison ont été établies par plusieurs philosophes, mais avant même Kant, il y avait la critique, entre autres, d'Al-Razali, qui l'a limité, ce qu'on appelle la raison opérationnaliste, à ce qui est accessible par les sens, et n'est pas capable d'aller au-delà.
Et cela, ça nous ramène aussi à la physique quantique, parce que finalement, il y a quelque chose qui nous échappe et on n'arrive pas, par la raison, à comprendre ce que c'est que la nature de ce réel. Mais il a critiqué aussi la raison dans sa portée métaphysique. Il a critiqué aussi la nécessité de la causalité. Et dans ce sens-là, on dirait, sa démarche n'est pas contraire à la science, en tout cas moderne. Et là, je mentionne encore Al-Ghazali, qui nous parle d'un niveau, non seulement il y a des niveaux de réalité dans le cadre de la spiritualité islamique, mais aussi des niveaux, les modes de connaissance d'accès au réel avec grand R. Il y a un niveau situé au-delà de la raison où se manifeste ce qui ne se manifeste pas à elle. Et cela est parfaitement admissible. Il s'adresse, même pour un homme comme toi, son ami, attaché au monde rationnel. Le savoir est au-dessus de la foi. La connaissance intime est au-dessus du savoir et les consciences. Et en fait, en s'affranchissant de la raison, mais aussi des critères empiriques qui nous permettent de distinguer, par exemple, les différentes options philosophiques, mais aussi les interprétations de la physique quantique, il y a une ouverture vers la perplexité. Et la perplexité s'affranchit de ses limites, mais elle nous permet aussi de pouvoir saisir une description du réel, du cosmos, qui n'est plus dans nos catégories héritées de la physique classique. Et là, je cite le grand maître Ibn Arabi, qui écrit que lieu épiphanique de l'être, les créatures sont pareilles aux formes que réfléchit un miroir. Réel et visible à l'œil nu et pourtant absolument chimérique. Que celui qui se regarde dans le miroir se retire, aussitôt elles s'évanouissent dans le néant. Donc en fait, le cosmos ainsi que les êtres humains qui le peuplent seraient plus des images. Donc leur existence est, je dirais, moins forte que l'existence de Dieu. Mais ils ne sont pas pour autant inexistants, comme l'image de Dieu dans un miroir. Et Al-Ghazali aussi parle du nombre, en fait, l'image du nombre, que le monde corporel n'a pas une existence réelle. La vraie réalité, c'est Dieu, c'est Al-Haq. Et ce monde, il serait plus comme l'ombre d'un corps par rapport au monde divin. J'aime beaucoup aussi cette citation de Fariduddin al-Attar qui nous dit que personne ne connaît réellement l'essence d'un atome et que le monde étonné et désespéré ne peut que rester dans une profonde stupéfaction. Mais il y a aussi la possibilité, l'importance de l'expérience dans la démarche spirituelle comme mode de connaissance. Et le wujud, l'être se traduit par plutôt wujud, qui rappelle le wijdan ou la conscience, est en fait défini comme l'expérience du réel ou du vrai, mais dans l'extase. Il ne saurait en fait être séparé d'une conscience, d'une perception. Et cela amène William Chittick, par exemple, à remarquer que l'ontologie et la science de ce qui est et l'épistémologie ne sont pas séparables, au sein cette fois d'un réalisme qui est d'ordre spirituel. Et ce réalisme spirituel unifie à la fois les expériences, pas seulement sensorielles et intellectuelles, mais introduit la vision imaginale, qui est en fait une dimension qui nous manque énormément dans nos modes de connaissance. Et c'est bien cette vision imaginale qui nous permet aussi d'imaginer la réalité imaginale qu'est le cosmos, qui à la fois est et n'est pas, qui est intermédiaire entre l'océan de l'être et celui du néant, et dont il partage à la fois l'existence et la non-existence. Donc tout est ambigu dans le réel. Et je vais peut-être sauter. Je vais finir par cette remarque sur l'importance aussi de cette expérience spirituelle dans la diversité, pour comprendre, parce que la diversité des spiritualités peut être source de perplexité, mais elle fait partie de la diversité, du déploiement, de la révélation de Dieu d'une façon infinie et sans cesse renouvelée. Et en fait, cette multiplicité des réalités qui se rattachent toujours à l'un permettent d'imaginer que ces diverses voies déplient certaines possibilités intrinsèques d'une réalité avec grand R qui se révèlent à travers l'expérience intérieure. Et c'est à travers ces expériences intérieures qu'on voit une certaine similarité entre les diverses traditions. Ce n'est pas sur le discours, au niveau du discours rationnel, sur ces traditions, que l'on voit l'unité. Et je vais vous laisser donc, avec cette citation du grand Ibn Arabi qui fait une distinction entre la perplexité qu'aurait un physicien ou une physicienne comme moi face à cette nature inaccessible et celle donc de l'itinérant. Car
la perplexité qui résulte de la multiplicité des théophanies est beaucoup plus intense que celle des théoriciens, confrontés à des arguments contradictoires. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Inès pour avoir fait cette présentation des subtilités de la physique quantique et donné ces ouvertures vers un autre monde.